Vous sentez-vous parfois épuisé après avoir socialisé, même si vous avez apprécié le moment? Le paradoxe de l'introverti me rendait perplexe. Je passais un bon moment avec des amis, puis j'avais besoin de 2 jours pour m'en remettre. Le monde perçoit l'introversion comme un problème à résoudre. Soyez simplement plus extraverti, disent-ils, comme s'il s'agissait d'un choix simple, comme changer de chaîne. Mais, et si notre nature calme n'était pas un problème? Et si c'était en fait notre plus grande force? Nous, les introvertis, passons des années à essayer de nous insérer dans un moule conçu pour les extravertis. C'est comme essayer de charger un téléphone Android avec un câble d'iPhone. Peu importe vos efforts, vous utilisez la mauvaise approche pour votre conception naturelle. Pensez-y. Dans un monde qui ne s'arrête jamais de parler, la capacité d'écouter profondément est de plus en plus rare. Dans une culture obsédée par les réactions immédiates, prendre le temps de traiter et de réfléchir est un super pouvoir. Mais on nous apprend à voir ces qualités comme des faiblesses plutôt que comme les forces qu'elles sont réellement. Je me souviens avoir sans cesse cherché ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi avais-je besoin de temps seul? Pourquoi certains environnements me vidaient-ils complètement? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement être normal comme tout le monde semblait l'être? La réponse n'était pas un autre livre de développement personnel ou une astuce de personnalité. C'était une question simple qui a transformé à jamais la vision que j'avais de moi-même. En abordant le premier obstacle majeur, nous examinons les attentes sociétales placées sur nous dès le plus jeune âge. Chapitre 1. La pression du changement. La pression commence tôt. Pourquoi es-tu si calme? Tu devrais parler plus. Des salles de classe conçues pour les extravertis au bureau en open space qui n'offrent aucune intimité. Nos environnements nous disent constamment que nous devons changer. Nous sommes évalués sur la participation en classe, jugés sur nos capacités de réseautage et mesurés par notre aptitude à nous mettre en avant. La société célèbre ceux qui parlent fort, les audacieux, les personnes constamment sociables. Mais saviez-vous que les recherches montrent que les introvertis représentent près de la moitié de la population? Pourtant, d'une manière ou d'une autre, on nous fait sentir comme des marginaux. Cela crée un cycle dangereux. Nous nous poussons au-delà de nos limites naturelles. Nous ignorons nos besoins énergétiques. Nous nous jugeons sévèrement pour avoir besoin de temps de récupération. Et lentement, nous nous déconnectons de notre moi authentique. Je me souviens d'avoir été assis dans des réunions, me forçant à prendre la parole, même quand je n'avais rien de valable à ajouter, juste pour être perçu comme impliqué. J'assistais à chaque événement social, ignorant mes réserves d'énergie épuisées, parce que je croyais au récit selon lequel le succès exigeait une visibilité et une connexion constante. Je faisais tout ce que le monde me disait de faire, et je me sentais de plus en plus mal de jour en jour. Le plus fou, c'est que lorsque nous essayons d'être plus extravertis, nous diminuons en fait nos forces naturelles. La réflexion profonde, l'observation attentive, la connexion significative. C'est comme dire à une chouette de chasser pendant la journée. Vous vous battez contre votre conception naturelle et vous passez à côté de votre véritable puissance. Ensuite, nous examinons le moment où tout s'effondre et impose une nouvelle perspective sur notre relation avec nous-mêmes. Chapitre 2. Le point de rupture. Pour moi, le point de rupture est survenu après une semaine d'événements de réseautage non-stop. Je faisais tout ce qu'il fallait selon la sagesse conventionnelle. Je surmontais l'inconfort. Je me mettais en avant. J'étais complètement malheureux. Avez-vous déjà souri si longtemps que votre visage vous fait mal? Approuvez d'un signe de tête des conversations alors que votre esprit réclame le silence? Regardez votre montre discrètement, calculant combien d'heures de plaisir supplémentaires vous deviez endurer? C'était ma réalité quotidienne. Un soir, je me suis effondré sur mon canapé, si épuisé que je ne pouvais plus former de phrases. Mon esprit était embrumé. Mon corps semblait lourd. Je ne pouvais même pas me concentrer assez pour regarder la télévision.
C'est là que j'ai réalisé que quelque chose devait changer. Pas le monde, pas les attentes des autres, mais ma relation avec moi-même. Nous avons tous connu ces moments de gueule de bois sociale, à nous demander ce qui ne va pas chez nous en faisant défiler les photos d'autres personnes qui semblent s'épanouir dans les environnements mêmes qui nous épuisent. Le point de rupture est différent pour chacun. Pour certains, ce sont des problèmes de santé qui imposent une remise en question. Pour d'autres, c'est l'épuisement professionnel. Pour beaucoup, c'est l'écart croissant entre qui nous prétendons être et qui nous sommes réellement. Mais ces points de rupture, aussi douloureux soient-ils, contiennent un cadeau caché. Ils nous forcent à remettre en question le chemin sur lequel nous nous trouvons. Avez-vous déjà remarqué que nous ne nous demandons jamais si les extravertis devraient devenir plus introvertis? Pourquoi ne poussons-nous que dans une seule direction? Cette réalisation m'a conduit à la question qui allait changer fondamentalement ma façon de voir les interactions. Maintenant, discutons de l'interrogation pivot qui fait passer tout le récit interne de l'autocritique à la conscience de soi. Chapitre 3. La question. La question qui a transformé ma vie était d'une simplicité trompeuse. Juste 5 mots qui ont remodelé toute ma compréhension de moi-même. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie par rapport à ce qui m'en coûte? Pas comment puis-je devenir plus extraverti? Pas comment puis-je être moins maladroit dans les situations sociales? Pas comment puis-je devenir meilleur en réseautage? Mais une question qui honorait ma nature au lieu d'essayer de la changer. Le génie de cette question réside dans sa neutralité. Elle ne suppose pas que l'introversion soit bonne ou mauvaise. Elle ne juge pas vos expériences. Elle vous demande simplement de prêter attention à votre énergie, cette ressource si précieuse et limitée. Quand j'ai commencé à poser cette question, les réponses m'ont surpris. Certaines situations sociales étaient en fait énergisantes. Des conversations profondes avec des amis proches, un travail collaboratif sur des projets porteurs de sens, enseigner aux autres des sujets qui me passionnaient. D'autres étaient systématiquement épuisantes. Les grands événements de réseautage, les environnements de bureaux ouverts, les sorties de groupes prolongées sans but précis. Cette question crée un chemin complètement différent. Au lieu de lutter contre votre nature, vous travaillez avec elle. Au lieu de vous mesurer aux autres, vous vous calibrez sur votre propre système énergétique. Au lieu de suivre des conseils génériques, vous créez des stratégies personnalisées basées sur votre câblage unique. Pensez-y un instant. Et s'il n'y avait rien de mal chez vous? Et si votre introversion n'était pas un obstacle à surmonter, mais un système d'exploitation puissant à optimiser? Et si la solution n'était pas de changer qui vous êtes, mais de concevoir une vie qui fonctionne avec qui vous êtes déjà? Nous continuons en redéfinissant notre sentiment de soi au-delà des catégorisations simples et en comprenant la nature situationnelle de l'énergie. Chapitre 4. L'identité au-delà des étiquettes. Une fois que j'ai commencé à me demander ce qui me donnait de l'énergie par rapport à ce qui m'en coûtait, j'ai découvert quelque chose de fascinant. L'introversion n'est pas un trait binaire. Elle existe sur un spectre et elle est situationnelle. Certains environnements sociaux me stimulent, tandis que d'autres me vident complètement. Il ne s'agissait pas d'éviter toute interaction sociale, juste d'être stratégique sur le lieu, le moment, la durée et les personnes. Considérez ceci. Un dîner de 3 heures avec 2 amis proches peut me laisser une sensation d'énergie et de vitalité. Mais 30 minutes de bavardage lors d'un événement de réseautage bondé peuvent m'épuiser pendant des jours. Les deux sont des situations sociales, mais leur impact sur mon énergie est complètement différent. La binarité introverti/extraverti est trop simpliste. La vraie question est de savoir quelles activités spécifiques remplissent votre réservoir d'énergie par rapport à celles qui le vident pour moi. Les conversations profondes en tête-à-tête peuvent en fait être énergisantes, tandis que les bavardages avec des inconnus m'épuisent rapidement. J'ai commencé à tenir un journal d'énergie. Je notais mon niveau d'énergie tout au long de la journée et je suivais quelles activités,
quels environnements et quelles personnes m'élevaient ou me vidaient. Les schémas qui en ont émergé étaient révélateurs. Je n'étais pas antisocial, j'étais sélectivement social. Je n'avais pas un bas niveau d'énergie. Mon énergie était simplement dirigée vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Cette approche nous amène au-delà des étiquettes vers ce qui compte vraiment, votre équation énergétique unique. Et soyons honnêtes, n'est-ce pas un soulagement d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? C'est comme enlever enfin des chaussures qui ont 2 pointures de trop petites. Vous ne réalisiez pas à quel point elles vous faisaient mal avant de les retirer. Cela nous amène à une façon révolutionnaire de gérer notre vitalité quotidienne à travers le prisme de la gestion stratégique de l'énergie. Chapitre 5. La révolution de la gestion de l'énergie. Une fois que vous commencez à suivre ce qui vous donne de l'énergie par rapport à ce qui vous en coûte, vous pouvez concevoir votre vie différemment. Il ne s'agissait pas d'éviter les défis. Il s'agit de gestion stratégique de l'énergie. Pensez à votre énergie sociale comme à la batterie d'un téléphone. Les extravertis ont ces batteries externes intégrées. Nous avons des batteries standards qui nécessitent une recharge plus fréquente. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Ce sont juste des conceptions différentes. Mais connaître la capacité de votre batterie est essentiel pour un fonctionnement optimal. La plupart d'entre nous fonctionnons sans conscience de nos niveaux d'énergie jusqu'à ce que nous soyons complètement à plat. Nous ignorons les signes d'avertissement. Nous ignorons nos besoins. Nous forçons le passage. Puis nous nous demandons pourquoi nous nous effondrons si violemment. La clé est de reconnaître votre capacité de batterie personnelle et ce qui la vide le plus rapidement. Pour la plupart des introvertis, voici les 3 grands drainages d'énergie. Les environnements avec une stimulation excessive, les interactions sans profondeur ni but, et un temps seul insuffisant pour le traitement de l'information. J'ai créé une échelle simple, de 1 à 10 pour surveiller mon énergie. 10 est une charge complète. 1 est un épuisement total. Je fais le point avec moi-même tout au long de la journée. Comment je me sens? 7. Super. J'ai de l'énergie pour cette réunion. 4. J'ai besoin de me recharger avant mon prochain engagement. Surveillez vos niveaux d'énergie comme vous vérifiez la batterie de votre téléphone. À 70%, tout va bien. À 30%, vous avez bientôt besoin d'une recharge. À 10%, vous êtes dans la zone de danger où une réflexion et une interaction de qualité deviennent impossibles. La vérité hilarante sur nous, les introvertis. Nous restons dans un rassemblement jusqu'à ce que notre batterie soit à 1%. Puis, nous nous demandons pourquoi il nous faut 3 jours pour récupérer. Apprendre à partir à 30% change la donne. Vous récupérez plus vite, maintenez de meilleures relations et appréciez davantage les interactions sociales lorsque vous ne dépassez pas vos limites. Vous avez appris quelque chose de nouveau? Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez, abonnez-vous et restez pour la suite. Des réflexions? J'aimerais beaucoup les lire dans les commentaires. Nous explorons maintenant la valeur intrinsèque d'une approche plus calme de la vie et les forces uniques de l'esprit introverti. Chapitre 6. Le pouvoir de la profondeur. La société confond la volubilité avec la clairvoyance et le calme avec un manque d'implication. Mais la véritable profondeur se produit souvent dans le silence. Votre esprit introverti est conçu pour la nuance, l'établissement de liens et l'analyse minutieuse. Ces qualités ne sont pas seulement précieuses, elles sont de plus en plus essentielles dans un monde complexe. Considérez le nombre de problèmes qui proviennent de décisions précipitées, d'analyses superficielles et de pensées réactives. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de profondeur. Et la profondeur est le territoire naturel de l'introverti. La recherche est fascinante. Des études montrent que les introvertis excellent souvent dans la résolution de problèmes, la pensée créative et la compréhension empathique. Nous ne participons pas moins, nous traitons davantage. Nous établissons des liens que d'autres manquent.
Nous envisageons des angles que l'on néglige dans les discussions rapides. J'avais l'habitude de m'excuser d'avoir besoin de temps pour réfléchir avant de répondre. Maintenant, je comprends que c'est en fait une force. Pendant que les autres réagissent, je réfléchis. Alors que d'autres parlent d'abord et réfléchissent plus tard, je m'assure que mes contributions ont de la substance. Avez-vous déjà remarqué que les introvertis restent souvent silencieux en réunion jusqu'à ce qu'ils livrent l'idée qui change tout? C'est le pouvoir de la profondeur sur la fréquence. Ce n'est pas la fréquence à laquelle vous parlez qui compte, c'est la valeur que vous créez quand vous le faites. La question n'est pas de savoir comment parler davantage, mais comment créer les conditions pour que votre profondeur naturelle crée de la valeur. Quand vous recadrez le calme comme une profondeur plutôt que comme un déficit, tout change. Vous arrêtez de vous excuser pour qui vous êtes et commencez à tirer parti de vos forces naturelles. Examinons comment construire des connexions qui respectent nos limites internes et privilégient la qualité à la quantité. Chapitre 7. La connexion sociale stratégique. Contrairement aux stéréotypes, les introvertis ne détestent pas les gens. Nous détestons les interactions épuisantes. La clé est de concevoir des connexions sociales qui dynamisent plutôt que de vider. La qualité plutôt que la quantité n'est pas seulement une préférence, c'est un système d'exploitation. Quand j'ai cessé de me forcer dans des situations sociales à forte dépense énergétique pour me concentrer sur des connexions significatives, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mes relations se sont en fait améliorées. Je ne me présentais plus épuisé et à moitié présent. Au lieu de cela, je participais à moins d'interactions avec plus d'énergie pour m'engager véritablement. J'écoutais mieux. Je me connectais plus profondément. J'appréciais davantage les gens parce que je n'étais pas constamment en train de regarder l'heure en attendant de m'échapper. Voici l'approche stratégique. Premièrement, identifiez vos personnes, ressources. Ces rares individus avec qui vous pouvez passer des heures et vous sentir rechargé plutôt qu'épuisé. Deuxièmement, créez des contextes de connexion qui correspondent à votre style énergétique, comme des sorties basées sur une activité ou des conversations en tête-à-tête. Troisièmement, prévoyez du temps de récupération avant et après les engagements sociaux. L'objectif n'est pas l'isolement social, c'est la connexion durable. C'est être pleinement présent quand vous êtes avec les autres, plutôt que de gérer constamment votre épuisement. C'est l'engagement de qualité plutôt que la quantité d'interactions. Et abordons le sujet qui fâche. Oui, parfois nous devons annuler des projets. La clé est de le faire avec respect et rarement. Créer des schémas sociaux durables signifie parfois décevoir les autres à court terme, pour se manifester pleinement quand cela compte le plus. Les vrais amis préfèrent vous avoir présent et engagé occasionnellement plutôt qu'épuisé et distant fréquemment. Nous tournons notre attention vers la manière dont ces traits se traduisent par une réussite professionnelle et comment les exploiter comme des atouts. Chapitre 8. Puissance professionnelle. Les environnements de travail sont souvent conçus par et pour les extravertis. Les bureaux ouverts, la collaboration constante et les séances de remue-ménage impromptues peuvent laisser les introvertis épuisés et moins performants. Mais voici ce qui est intéressant. Les qualités qui viennent naturellement à de nombreux introvertis, l'analyse minutieuse, la concentration profonde, la communication réfléchie, sont de plus en plus valorisées dans le monde du travail moderne. Le défi n'est pas de changer vos traits d'introverti, mais de les positionner comme les atouts professionnels qu'ils sont réellement. Quand j'ai cessé de m'excuser d'avoir besoin de temps de concentration au calme et que j'ai commencé à le protéger à la place, ma productivité a doublé. Quand j'ai cessé de me forcer à réseauter comme un extraverti et que j'ai trouvé des stratégies de connexion adaptées à mon style naturel, mes relations professionnelles se sont en fait améliorées. La question qui a transformé ma vie professionnelle était: comment puis-je tirer parti de mes forces d'introverti plutôt que de les compenser? Au lieu de me forcer à réseauter comme un extraverti, j'ai construit des liens authentiques
grâce à des suivis réfléchis et des interactions basées sur la valeur. Au lieu de lutter pour avoir la parole en réunion, j'ai préparé des idées à l'avance et les ai partagées à des moments stratégiques. Chaque lieu de travail a des exigences énergétiques différentes. Certains rôles s'alignent naturellement avec les forces introverties, tandis que d'autres nécessitent plus de gestion d'énergie. La clé est de concevoir votre vie professionnelle avec conscience, plutôt que de suivre par défaut les attentes centrées sur l'extraversion. L'ironie est que de nombreux introvertis qui réussissent ne le font pas parce qu'ils ont appris à agir comme des extravertis. Ils ont réussi en créant des conditions où leurs qualités d'introvertis sont devenues des avantages stratégiques. Ils ont conçu des rôles qui tiraient parti de leurs forces. Ils ont créé des flux de travail qui protégeaient leur énergie. Ils ont communiqué clairement leurs besoins plutôt que de souffrir en silence. Avez-vous remarqué combien de leaders prospères ont en fait de fortes tendances introverties? Ce sont souvent ceux qui écoutent attentivement avant de prendre des mesures décisives pendant que la salle est occupée à se disputer le temps de parole. Pour soutenir ce changement, nous devons mettre en œuvre des habitudes et des rituels spécifiques dans notre vie quotidienne afin de protéger notre énergie. Chapitre 9. Rituels quotidiens. Transformer votre relation avec l'introversion passe par des pratiques quotidiennes. Celles-ci ne sont pas compliquées, mais elles demandent de l'intention. Le rituel du matin est essentiel. Commencer votre journée par la réflexion plutôt que par une stimulation immédiate donne un ton différent à tout ce qui suit. Même 15 minutes de journal de bord, de méditation ou simplement rester assis avec vos pensées peuvent constituer vos réserves d'énergie pour la journée. J'avais l'habitude de me réveiller et de vérifier immédiatement mes emails, les réseaux sociaux et les nouvelles. J'inondais mon système d'informations externes avant même de m'être connecté à moi-même. Changer cette seule habitude a transformé ma journée entière. Maintenant, je protège la première heure pour la connexion intérieure avant de m'engager avec le monde extérieur. La planification stratégique est votre arme secrète. Réservez vos réunions avec un temps de récupération entre elles. Protégez des blocs de travail concentrés. Et surtout, planifiez votre temps de recharge avec le même sérieux que n'importe quel autre engagement. Votre solitude n'est pas du temps libre. C'est une restauration essentielle qui rend toutes les autres activités possibles. La conception de l'environnement compte aussi. Créer des espaces qui soutiennent la concentration plutôt que de la fracturer. Utilisez des écouteurs comme signal social lorsque vous avez besoin d'un temps de réflexion ininterrompu. Trouvez vos troisièmes lieux, des endroits au-delà de la maison et du travail où vous pouvez vous recharger d'une manière qui vous convient. Le rituel de fin de journée compte aussi. Créer une frontière entre la stimulation externe et la restauration personnelle permet à votre système de traiter et d'intégrer les expériences. Cela peut être une marche, une pratique créative ou simplement un temps calme sans sollicitation. Sans cette transition, de nombreux introvertis trouvent que leur esprit s'emballe au moment où ils devraient se reposer. La réalisation la plus amusante pour de nombreux introvertis, nous passons des heures à planifier notre emploi du temps pour maximiser la productivité. Mais nous oublions de planifier la gestion de l'énergie, qui détermine en fait notre productivité plus que n'importe quoi d'autre. Lorsque vous concevez votre journée autour de l'énergie plutôt que de simples tâches, tout change. Enfin, nous réfléchissons à l'impact global d'une vie en accord avec notre nature et à la libération qu'elle apporte. Chapitre 10. La vie transformée. La question « Qu'est-ce qui me donne de l'énergie par rapport à ce qui m'en coûte ?» n'est pas seulement une question d'introversion. C'est une question de vie authentique. Il s'agit de concevoir une vie qui fonctionne avec votre nature plutôt que contre elle. La transformation se produit progressivement. Vous aurez des revers. Vous vous engagerez parfois trop. Vous ferez toujours face à un monde qui comprend souvent mal l'introversion. Mais avec chaque décision qui honore vos besoins énergétiques, vous construisez une vie durable plutôt qu'épuisante. Quand j'ai enfin honoré mes besoins d'introverti
Au lieu de les combattre, tout a basculé. Mon travail s'est amélioré. Mes relations se sont approfondies. Ma créativité s'est épanouie. Non pas parce que je suis devenu quelqu'un d'autre, mais parce que j'ai arrêté d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de cadres de personnalité complexes ou d'auto-analyse approfondie. Vous avez juste besoin de vous demander régulièrement: est-ce que cela me donne de l'énergie ou est-ce que cela m'en coûte? Et ensuite, concevez votre vie en conséquence. Certaines personnes ne comprendront pas. Elles pourraient qualifier vos limites d'antisociales. Elles pourraient interpréter votre besoin de temps de traitement comme de l'indécision. Elles pourraient confondre votre profondeur avec du désengagement. Mais vivre de manière authentique signifie accepter que tout le monde ne comprendra pas vos choix et les faire quand même. Ce voyage n'est pas une question de limitation, c'est une question de libération. Les limitations étaient toujours les attentes qui ne correspondaient pas à votre conception. La liberté vient de l'alignement de votre vie avec votre nature. La puissance vient de l'exploitation de vos forces naturelles plutôt que de la compensation constante de faiblesses perçues. Je vous laisse donc avec cette invitation. Demandez-vous quotidiennement: qu'est-ce qui me donne de l'énergie par rapport à ce qui m'en coûte? Notez vos réponses, honorez ce que vous découvrez. Concevez votre vie en conséquence. Pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et qui doit être réparé, mais parce qu'il y a quelque chose de juste en vous qui mérite d'être honoré. Votre introversion n'est pas quelque chose à surmonter. C'est votre système d'exploitation pour une vie riche et pleine de sens. La question qui a tout changé pour moi pourrait bien faire de même pour vous. Si cette exploration du voyage de l'introverti a changé votre vision de votre propre force tranquille, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons le pouvoir caché au sein de nos conceptions naturelles que le monde néglige souvent. Cultivons ensemble une vie de profondeur. Notre prochaine immersion au cœur de l'expérience humaine ouvrira bientôt ses portes.